Bonjour, c'est déjà la dernière conférence de la matinée et quelque part la dernière conférence de Blend. Je viens d'animer toutes ces conférences et c'est assez impressionnant la vitesse à laquelle c'est passé et en même temps la richesse qu'il y a eu. On a eu beaucoup d'experts, on a eu beaucoup de gens qui nous ont parlé des tendances, des espoirs, des inquiétudes aussi. Et maintenant, en fait, pour clore, on va avoir les projets finalement, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que le marché aujourd'hui de l'innovation, qu'est-ce qui sort, que font les startups, que font les grands groupes. Pour nous parler de ça, en fait, on a la chance d'avoir Geneviève Petit avec nous. Donc Geneviève Petit, qui a fondé il y a 7 ans Petit Web. J'espère que vous êtes tous abonnés à Petit Web. Moi, je le suis depuis longtemps et c'est vraiment un vrai plaisir. Dans le cadre de ces activités, en fait, Geneviève a créé le Grand Prix de l'innovation digitale, donc qui existe déjà depuis 4 ans. C'est déjà la 4e édition. 4 ans, c'est la 4e ou la 5e édition? Là, on prépare la 5e. On prépare la 5e. Il y a plus de 400 dossiers et finalement, c'est une sorte de balcon en fait, sur l'innovation. Donc aujourd'hui, ce matin, vous allez être aux premières loges sur l'innovation pour savoir ce qui marche, ce qui manque. Geneviève, c'est à toi, on peut l'applaudir, merci. Bonjour, bonjour à tous. En fait, je suis ravie d'être là parce qu'on est dans un événement qui mélange tout. Blend Web Mixed, ce que j'en ai vu, c'est des populations extrêmement diverses et puis beaucoup de convictions. Et nous, ça nous correspond bien aussi parce que quand on a créé les idées il y a 4 ans, c'était de récompenser l'innovation tous azimuts, que ce soit dans les grands groupes, auprès des startups et avec aussi des convictions fortes qui étaient qu'il fallait que les gens argumentent sur 2 choses, en quoi ça n'a jamais été fait et comment ça touche les gens. On va peut-être ajouter une 3e dimension cette année, parce que je suis comme pas mal d'orateurs de ces 2 derniers jours. Je doute de plus en plus qu'on aille vers des lendemains qui chantent. Donc cet aspect fameux des Américains de construire un monde meilleur, j'aimerais bien que l'Europe y participe à sa manière. Donc, alors là, on est sur la terrasse de Criteo, au pied de Montmartre, à Paris. C'est une des plus belles terrasses de Paris et ça se passe en juillet. Vous voyez, le logo est jaune. En fait, l'idée, c'est vraiment de faire sourire les gens, de les inspirer avec une remise de prix qui est un petit peu narquoise, où les sponsors ne parlent pas du tout, où on met vraiment en valeur les gagnants. Et puis là, ce qu'on va faire pendant 40 minutes ensemble, c'est qu'on va parler à la fois un peu des gagnants et aussi de ceux qui n'ont pas gagné, parce qu'on est toujours frustré de ne pas pouvoir montrer tout ce qu'on a vu de bien. Là, on est au Partech Shaker, c'est le jury. Donc, vous voyez Patrick Ricard, qui est le président du jury, qui doit être... il est très discret. Il est derrière Nathalie Rastoin, qui dirige Ogilvy en robe verte. Donc, il est à gauche. Il est très discret, mais pourquoi on l'avait choisi comme président de jury? Parce que c'est un des... je dirais presque le seul patron de boîte de CAC 40 qui sache ce qu'est le digital. Donc voilà, on a résumé, on a fait un gros travail de digestion. C'est surtout Monel Barthélémy qui passe 6 mois de l'année sur ce prix à vous convaincre de participer, parce que c'est pas parce que on ne paye pas pour inscrire le premier dossier que c'est facile de convaincre les bons dossiers de s'inscrire. La compétition pour avoir l'attention des projets innovants, elle est énorme en ce moment. Et donc, il faut leur expliquer qu'ils vont être vus à la fois par des gens assez prestigieux, là, comme on a vu le jury, et aussi qu'après, tout ce qu'on va faire dans la promotion de ce prix et pendant toute l'année, y compris aujourd'hui, ça va les aider. Donc, première tendance, on va dire, c'est pas vraiment quelque chose de neuf, c'est mobiliser une communauté digitale pour faire bouger le monde réel. C'est ce qu'on appelle dans le commerce le figital, c'est ces 2 mondes qui se mélangent de plus en plus. Et on en a eu un très bon exemple cette année avec Jean-Luc Mélenchon. Alors, Jean-Luc Mélenchon, son hologramme, je me suis beaucoup battue pour qu'il passe de idée d'argent à idée d'or parce que pour moi, c'était un des projets les plus dingues de l'année dernière. Je ne fais pas partie du jury, mais de temps en temps, juste de mon influence, parce que je suis là quand il délibère.
Et donc, ensuite, il a gagné. Et ensuite, on l'a convaincu de venir dans cette salle, dans cet amphithéâtre de 200 personnes, beaucoup plus petit qu'ici. Et à ma grande surprise, il est venu. Donc, il a fallu que j'appelle Cédric Vanderninck, le patron de Criteo en France, côté au Nasdaq, en lui disant, bon, il y a une chance sur deux pour que Jean-Luc Mélenchon vienne, mais comme je ne voulais pas avoir de problème de sécurité, de compliance, de demande aux Américains, etc., je lui ai dit, écoute, je te le dis, mais je ne te le dis pas, donc tu ne sais rien. Et il a gardé le secret pendant 10 jours, il n'a pas bien dormi, il m'a dit. Et puis le jour même, Jean-Luc Mélenchon est venu, et donc on a diffusé la vidéo du cas du hologramme. Et puis à la fin du cas, il disait, est-ce que je suis à Paris ou est-ce que je suis à Lyon? Et là, j'ai dit, bah, il est à Paris. Et après le hologramme, il est apparu en chair et en os sur scène. Donc on a fait un peu le hologramme inversé. On m'avait dit, méfie-toi, il est incontrôlable. Et en fait, il a très bien expliqué. Donc on va l'entendre là, si on a du son. Des meetings, c'est l'hologramme. C'est très difficile à manier parce qu'il faut réussir la performance technique, il faut que ça marche, sinon vous êtes ridicule. Et puis, en même temps, il ne faut pas que le gadget tue le message politique. Donc l'innovation, c'est d'avoir utilisé une technique qui n'était pas faite pour nous, l'hologramme, et de l'avoir bien acclimaté à la politique. Et le digital occupe une place centrale dans ma stratégie politique. Dans l'idée, le peuple devient un acteur politique en se constituant en réseau. On voit à ce seul mot de réseau la place particulière des plateformes, leur contribution particulière à l'agglomération d'une force inouïe. Je suis la seule personne qui réussit à rassembler sur une plateforme, dans un projet politique, 500 000 personnes dans ce pays. Il n'y a pas une autre force politique d'une telle ampleur. Et ça n'a été possible que grâce avec la plateforme. Donc, ce qu'il nous a expliqué aussi, c'est que le hologramme était utilisé auparavant en différé, enfin pas en direct comme ça l'a été là, et dans le spectacle, et que donc c'était un risque technique majeur, et puis qu'il y avait une chorégraphie à adopter. Donc il a vu avec un chorégraphe. Au moment où il apparaît sur scène, donc il était à Lyon, où il apparaît sur scène à Paris, où je ne sais plus si c'est l'inverse qui s'est passé, eh bien, il apparaît doucement et il ne parle pas pendant les 2 premières minutes où il est devant l'audience, comme je suis là aujourd'hui, pour que les gens qui voient le hologramme s'habituent à son apparition. Et puis, pareil pour le moment où il disparaît. Combien ça a coûté? On ne sait pas trop. On dit que ça a coûté à peu près 50 000 €. En tout cas, ça a eu des énormes effets. Donc, il y a eu 41 000 vues en direct sur la chaîne YouTube le 5 février pour l'opération Paris-Lyon. Et en avril, sur 5 villes, il y a eu 45 000 personnes, dont à peu près 10% de curieux sur la technologie. Mais surtout, ça a été une opération de relations presse énorme dans le monde entier. Jean-Luc Mélenchon est devenu quelqu'un grâce à son hologramme. Alors, autre mélange de ce qui se passe dans le domaine du digital et dans le domaine du monde physique. À Paris, on a vu la Tour Eiffel s'allumer de toutes les couleurs dans des circonstances assez dramatiques. Mais ça a aussi été récupéré par le marketing avec cette opération Orange Eiffel Power qui a été conçue par l'agence Havas Sport et Entertainment pour l'Euro 2016. Donc tous les soirs, la Tour Eiffel s'illuminait aux couleurs de l'équipe la plus soutenue pendant la journée sur les réseaux sociaux. Et il y a eu plus de 20 millions de messages de soutien. La moitié des tweets parlant de cette opération parlaient aussi de son sponsor Orange. Donc, est-ce que vous connaissez cette petite fille, Mélanie? Donc, Mélanie, elle avait un rêve dans sa vie, c'était de présenter la météo. Et elle a été soutenue dans ce rêve par l'UNAPI, qui est donc pour une société inclusive et solidaire, parce que Mélanie est trisomique 21. Il y a eu 255 000 likes à son initiative. Et donc, le résultat, c'est que France 2
a accueilli Mélanie le 14 mars pour présenter la météo. On voit aussi dans le domaine des grandes causes, la chasse aux Pokémon, vous l'avez tous ou observé ou fait. Si vous l'avez fait, vous n'en êtes pas vanté, mais en tout cas, ça a été un des grands phénomènes de l'année et ça a été récupéré par le Secours catholique qui a fait cette opération sur les préjugés. Ils ont aussi équipé les députés de lunettes en réalité virtuelle. Donc c'est à la fois une opération auprès des écoliers et auprès des députés. Donc la deuxième tendance, c'est, alors ça, on ne s'y attendait pas du tout, c'est une très forte montée des projets dans les entreprises auprès des ressources humaines. Avec pas mal d'opérations de Vie ma vie. Je ne sais pas si vous connaissez cette émission en télévision. Ben là, Oscar H, c'est Vie ma vie de start-up. Et donc, vous voyez là, c'est le CES. Et donc, il y a une start-up de brosse à dents connectée, je crois, avec une start-up avec la BNP. Avec quelqu'un de la BNP qui garde son salaire de la BNP pour aller dans la start-up, heureusement pour elle, et qui passe 3 mois dans la start-up. Pas en consultant, pas en stagiaire, mais comme membre de l'équipe. Et ce genre finalement, de position hybride, d'ouverture de l'entreprise à d'autres expériences, c'est quelque chose en fait où les jeunes générations poussent énormément les boîtes à faire ça parce que la jeune génération aime les expériences, n'aime pas la routine. Et donc, il y a un autre exemple qui est Vendredi, qui organise des stages d'entreprise, de stagiaires en entreprise dans les associations. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que, par exemple, Danone, la société Les Deux Vaches de Danone, avait sa stagiaire qui a été en association sur des histoires d'agriculture durable, et ça a généré un nouveau produit. Donc, ce n'est pas uniquement de la cosmétique pour que les salariés ne s'ennuient pas, ça génère vraiment des changements dans l'entreprise. Trainme, c'est une application, c'est en fait la grande révolution, vous l'avez tous vu dans les trains, c'est que les contrôleurs, les chefs de train sont équipés de mobiles. Et donc, ils sont équipés de mobiles et ils s'en servent. Et ce mobile, ça sert beaucoup aussi pour s'entraîner à des gestes métiers. Voilà, ça c'est un des exemples aussi de mélange entre virtuel et réel. Autre exemple, c'est la réalité virtuelle pour conduire un avion. Air Caraïbes, la formation avait des coûts très importants parce que ça supposait d'immobiliser les avions. Et en réalisant cette formation en réalité augmentée, ça a fait baisser le coût de formation, ça a réduit aussi le temps de formation et ça a fait augmenter le taux de réussite des examens qui a progressé de 31%. Alors ça, c'est assez marrant, c'est chez AXA Bank. Les gens ont dit, écoutez, c'est une initiative interne, ça. Pourquoi est-ce que ça serait le chef de service qui aurait le privilège de remercier les gens qui font bien leur boulot? Et donc, le projet I Tag You, c'est un peu, tu m'as aidé, je te remercie. Et donc, ce qu'il y a d'intéressant dans cette initiative, c'est que 80% des collaborateurs l'ont utilisé. Et 93% des collaborateurs ont été tagués au moins une fois, donc il y en a 7% qui n'ont jamais été remerciés au passage, et 53% 20 fois ou plus. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut imaginer que les ressources humaines se saisissent de ce genre de métriques pour se dire, tiens, combien est-ce que vous avez de tags? Eh bien, votre augmentation va être en fonction de
l'aide que vous avez pu apporter aux autres, par exemple. Alors Mazars, évidemment, c'est donc de l'audit, c'est de la comptabilité, c'est pas des gens qui ont une attractivité sur le marché énorme. Et puis ils se sont rendus compte aussi qu'ils avaient pas mal de candidatures qui n'avaient rien à faire chez eux. Et donc ils ont créé un chatbot RH qui permet en fait de préqualifier les gens avant qu'ils ne rencontrent quelqu'un de chez Mazars. L'interface, là, c'est comme un ascenseur d'une entreprise. Et on vous apprend comment est-ce qu'il faut s'habiller pour aller chez Mazars, où est le service où vous devez aller, quels sont les métiers. Enfin, c'est très utile. C'est l'agence F5 qui l'a réalisé. Donc, là, on passe dans un autre univers qui correspond à une catégorie. Dans notre Grand Prix, c'est les médias. Là aussi, on enfonce un peu une porte en disant une porte ouverte en parlant de personnalisation des médias. Mais ce qu'il y a de nouveau dans cet univers, c'est la personnalité, c'est-à-dire que non seulement il faut créer des médias adaptés à chaque personne, mais il faut aussi que le média devienne une personne, qu'il s'incarne. Alors Brut, j'imagine que vous connaissez, ça a été la sensation de l'année. C'est des anciens du Grand Journal. Renaud Levanquim était le réalisateur du Grand Journal sur Canal+, avec ses énormes indemnités de licenciement probablement. Il a créé Brut avec 2 autres anciens de Canal. Et en fait, c'est tout ce qu'il faut faire aujourd'hui quand on fait de la vidéo. C'est des vidéos donc, qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont des vidéos courtes, sous-titrées, parce que les gens ne mettent pas le son, et qui font le tour d'une question en 2 minutes. Donc c'est, pour les gens qui connaissent un peu l'éditorial, c'est quand même très compliqué à faire. Ils le font très bien. Brut a le plus fort taux d'engagement de Facebook en France, et les Facebook Live de Brut sont plus puissants au quart d'heure moyen que les chaînes info. 75% de l'audience a moins de 35 ans, ce qui bat en brèche une idée préconçue qui est que les jeunes se fichent de l'actualité. Ça n'est pas vrai. Donc on va voir ses fondateurs expliquer. On a créé en novembre dernier un média d'information 100% vidéo, 100% réseaux sociaux, à destination d'un public plutôt jeune, ce qu'on appelle les millennials, les 15-35 ans. C'est marrant, c'est via l'extérieur, c'est via le regard des gens, via ce qu'on nous en dit, qu'on se rend compte que Brut est une réussite et fonctionne beaucoup sur les réseaux sociaux. Il y a 6 mois, quand on présentait Brut, on disait Brut est un média digital qui offre des clés d'information sur l'actualité. Aujourd'hui, on dirait que Brut est un média social qui engage des conversations. Alors les projets, c'est le développement, l'innovation, parce qu'on est persuadé que l'innovation, c'est aussi innover dans l'information. Effectivement, on a 3 façons de développer Brut. 1, faire mieux ce qu'on fait déjà. 2, ouvrir des nouvelles thématiques éditoriales, verticales éditoriales. Et 3, aller conquérir de nouveaux pays. En gros, on a 3 horizons, l'Europe, les États-Unis, enfin l'Amérique du Nord et l'Inde. Rendez-vous dans un an pour voir ce que ça va donner. Donc on a parlé d'informations faites pour l'utilisateur, pour son temps d'attention dont on parlait hier. Mais c'est aussi important aujourd'hui d'incarner l'information et on a récompensé cette année TTSO, qui est une newsletter qui paraît donc tous les jours et qui fait la curation de l'actualité avec un ton, avec une personnalité qui est celle de Romain de Sales. Ce qu'il faut savoir sur TTSO, c'est qu'aujourd'hui, cette newsletter a à peu près autant de lecteurs que Le Monde et que c'est tous les lecteurs qui comptent, c'est-à-dire que c'est les cabinets du ministère, c'est les patrons du CAC 40, etc. Tout ça, pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de leur faire gagner du temps, de leur faire connaître les bonnes informations pour les dîners en ville. Il y a aussi une espèce de botte secrète qui est la dernière information qui est la plupart du temps érotique et ça ne peut que plaire puisque c'est majoritairement des hommes
Enfin, il y a aussi pas mal de femmes qui lisent TTSO. Alors, l'information, pour vous, c'est aussi résumé à la carte de France Télévisions. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que TF1 était dans le jury et France Télévisions a gagné. Donc, on voit bien que ce prix est assez libre. Pourquoi? Parce que la présélection se fait. Il y a une équipe de 2 qui regarde une catégorie et ils ne voient jamais ni les dossiers qu'ils auraient déposés, ni les dossiers de leurs concurrents, ce qui permet ce genre de résultat. Et on en est très fiers parce que c'est plutôt une spécificité. Alors, résumé à la carte, en fait, ça permet, par exemple, pour Roland Garros, de regarder un match en 2, 5 ou 10 minutes. C'est l'utilisateur qui choisit. Ça a été créé en partenariat avec la start-up Mojo. Donc, autre mélange, et ça c'est intéressant parce que c'est du mélange aussi humain et robot, c'est Flint. Alors, allez voir Flint, l'interface visuelle est vraiment très réussie. C'est Benoît Raphaël qui a créé ça. Donc, il y a des curateurs de robots qui sont, par exemple, la personne qui dirige Flash Tweet, qui sont Pierre-Philippe Cormeret des caisses d'épargne, sur la FinTech, qui sont Benoît Zante aussi de Petit Web. J'ai appris qu'il dressait un robot. Et donc, vous choisissez le type d'information qui vous intéresse, et puis le robot vous envoie tous les jours, c'est une sorte de revue de presse, si vous voulez, à la fois faite de manière automatisée et aussi curée par un humain. Et si ceux qui ont lu le livre de Laurent Alexandre comprennent que c'est vraiment vers cette logique qu'on va, de mélanger à la fois l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine. Et dans la pub, ça donne quoi? Eh ben, alors, ça donne, par exemple, cette personnalisation Ant Voice. C'est le groupe Prisma qui utilise depuis le début de l'année 2017 la solution Ant Voice pour valoriser ses contenus, son audience et sa data. Donc, l'équipe commercialise des campagnes basées sur le Target Generator. Par exemple, si je dois lancer un produit de coloration de cheveux, les équipes de Prisma identifient les internautes qui se renseignent sur les soins de cheveux et la coloration sur les différents sites du groupe. Femmes Actuelles, Voici, etc. Et donc, en fait, tout ça permet de mieux cibler la publicité et évidemment de mieux transformer en vente. Alors là, on est dans la personnalisation de la vidéo. Hurricane Expédition, donc c'est la société Megapixel, qui vous propose d'entrer dans une vidéo et de choisir différents scénarios et en fonction de ça, donc en fonction de votre comportement, la vidéo évolue. Donc l'an dernier, leur projet était un petit peu, on va dire, fumeux, mais cette année, ils sont rentrés dans le vif du sujet pour la station de ski Méribel. Donc, en fait, en fonction du comportement de l'utilisateur, on peut lui proposer de scénariser la vidéo qu'il va voir, de choisir la musique et de choisir les plans qu'il va voir aussi. Et donc, ensuite, c'est un montage automatisé, quasiment en temps réel, qui est proposé à l'utilisateur. Je sens que ça vous laisse bouche bée. Là, c'est un autre exemple. Donc, vous avez tous entendu parler de la disparition du catalogue de la Redoute. En fait, aujourd'hui, il n'y a plus de gros catalogues comme ça. Il n'y a que des catalogues par rapport à ce qu'on a fait. Et donc, là, c'est Nukik qui a, pour Cyrillus, proposé des catalogues. Donc, il y a 100 000 catalogues différents, envoyés à 100 000 personnes différentes en fonction de ce qu'ils ont vu. C'est des catalogues de 18 pages et ça a été fait en partenariat avec La Poste. Alors, la personnalisation des parcours, là, on entre dans un domaine extrêmement compliqué, donc je me rapproche de mes notes, c'est pas évident à comprendre. Angie et Artefact ont réconcilié
les données CRM, les données first, second et third party du programmatique, les données de navigation, les données sociales, les données de call center, les données quali-quanti, les données médias et même les enquêtes de satisfaction pour segmenter les individus en 3 dimensions, des personas, des moments de vie et des niveaux d'implication vis-à-vis d'Engie. Donc il y avait au final 25 scénarios possibles par individu. Alors on les croit ou pas, mais ils disent que le taux de conversion post-view des publicités a été augmenté grâce à cette matrice en 3D de 60%. Alors, les humains parlent aux robots, ça c'est notre avant-dernière tendance. C'est fondamental, on peut dire, les robots parlent aux humains, les humains parlent aux robots, et donc on a eu plein de chatbots, ça ne vous étonnera pas cette année, des chatbots. Il y a même des fabricants de salades qui font des chatbots. C'est juste n'importe quoi, hein. C'est les mêmes, on connaît quand on travaille dans le digital depuis quelques années, on connaît les systèmes de mode comme ça, où tout d'un coup les gens se disent bon, il faut vraiment que je sorte un chatbot comme ça, je vais avoir de la presse. Donc on a vu tout et n'importe quoi cette année. Et on a vu, pour moi vraiment, le premier chatbot utile. Ça a été Clévy. Clévy, qu'est-ce qu'ils font? Ils partent des questions fréquentes sur les sites des entreprises. Et ensuite, il les automatise avec l'aspect apprenant de l'intelligence artificielle, ce qui permet au DRH de ne pas répondre 20 fois dans la journée à la question « Combien me reste-t-il de congés ou de RTT ?» Clévy est en pilote dans 3 grandes boîtes. Et la réponse est automatique dans 75% des cas. Notre innovation, donc Clévy, c'est une plateforme qui permet aux entreprises de créer des chatbots d'information très simplement sur plein de verticales. Et du coup, ça leur permet de créer des interfaces intelligentes qui répondent à toutes les questions des employés, les questions récurrentes des employés sur plein de verticales, du RH, du helpdesk, la conduite du changement. Et c'est vraiment ça l'aspect novateur, c'est-à-dire que les chatbots jusqu'à présent, même si ça commence à être mainstream, ça reste à adresser un public averti. Et avec Clévy, en fait, n'importe quel employé, même pas forcément technophile, peut créer son propre chatbot qui va l'aider dans ses tâches journalières. Et c'est ça vraiment qui change la donne avec Clévy. Donc, dans ce domaine, un autre exemple, c'est Victor et Charles. Je ne sais pas si vous les connaissez. Le principe de Victor et Charles, c'est de proposer aux hôteliers une plateforme pour personnaliser leurs relations auprès de leurs clients. En fait, le dashboard de Victor et Charles affiche à l'hôtelier les centres d'intérêt, la photo, la profession et on va voir le nombre de fans et les commentaires sur TripAdvisor. Donc c'est à la fois pour soigner tous les clients et puis on voit bien que c'est aussi pour en soigner particulièrement certains. L'intelligence artificielle consolide ces données et fait du profilage influenceurs, business, sportifs, etc. Ils ont commencé par l'hôtellerie et ils vont proposer leurs services dans d'autres verticales. Pour vous connecter, veuillez insérer votre identifiant et votre mot de passe. Maintenant connecté à la plateforme, vous pouvez visualiser l'ensemble de votre activité grâce à vos arrivées au présent et au départ. Avec un nom et un prénom, Victor & Charles va vous donner un ensemble d'informations sur vos clients. En premier lieu, vous avez une photo qui vous permet d'entrer dans une zone de confort puisque vous savez avant que votre client arrive à quoi il ressemble. Vous avez également son entreprise, son poste, son secteur et d'où il vient. Afin de réellement sublimer le séjour de votre client, vous avez des centres d'intérêt qui vous permettent de personnaliser vos discussions
et vos petites attentions. Si votre client est un influenceur, cela sera notifié ici avec les réseaux sociaux. Maintenant, prenons un exemple. Louise F, jeune modèle de 20 ans. Grâce à Victor & Charles, je m'aperçois qu'elle est très influente sur les réseaux, notamment Instagram. Lorsqu'on regarde les centres d'intérêt de Louise, on aperçoit qu'elle adore le burger végétarien. Les équipes peuvent donc lui écrire un mot de bienvenue tout en la conviant à venir déguster un burger spécialement conçu pour elle au restaurant. Nous sommes alors dans l'effet waouh d'expérience client et la personnalisation du service. Laissez-moi maintenant vous présenter une autre fonctionnalité de la plateforme. Vous pouvez trier vos clients grâce aux filtres comme influenceurs, habitués, long séjour ou entreprise. En cliquant sur les longs séjours, vous aurez tous les clients qui restent plusieurs nuits. En cliquant sur entreprise, vous obtiendrez tous vos clients qui viennent d'une même entreprise. Cela vous permettra, si vous le souhaitez, d'organiser quelque chose en leur faveur. L'étoile qui est ici vous permet de VIPiser un client selon son importance et le bouton Note est une fonction qui vous permet de... Voilà, je pense que vous avez compris. Donc là, on est dans quelque chose qui va arriver. Opel Mind, c'est Opel avec Tipstank qui, donc sur un salon de l'automobile, proposait aux gens d'allumer leur voiture par la pensée. Bon, comment dire, ça peut paraître anecdotique. En fait, c'est des choses qui vont arriver très vite, ça. C'est-à-dire, finalement, l'absence d'interface physique pour arriver à faire des choses. On va le voir de plus en plus et avec tous les progrès des neurosciences. Amen, je pense que vous en avez entendu parler parce que cette campagne a fait grand bruit. C'est donc le lancement de la série The Young Pope. Et en fait, donc Canal+ et son agence BETC ont décidé de répondre à tous les trolls sur les réseaux sociaux par des messages de la Bible. Et donc, ça a été un succès phénoménal, puisque évidemment, des messages haineux, il y en a quand même énormément sur les réseaux sociaux et que la Bible est assez inépuisable dans la façon dont elle peut répondre à ça. Et donc, c'est fait avec Watson d'IBM, encore une fois. D'ailleurs, on a vu Victor et Charles est aussi fait avec Watson. En revanche, le bot RH qu'on a vu avant n'est pas fait avec Watson. Donc cette opération a beaucoup dopé la série et le premier épisode a fait 13% de part d'audience la nuit de sa sortie, soit le meilleur score pour une série originale Canal+ en 2016, et c'est vraiment notamment à cause de cette campagne de communication. Donc ça, c'est un exemple assez anecdotique. En fait, c'est Ogilvy Paris pour IBM qui a fait quelque chose à base d'intelligence artificielle et de recettes et de lettres. Donc allez voir ça. Ce qu'on peut retenir, c'est plutôt que comme les projets d'intelligence artificielle, c'est quand même des projets assez souterrains qui mettent beaucoup de temps, notamment si on pense à la santé, etc. C'est aussi une manière d'entretenir la vogue de l'intelligence artificielle auprès du grand public en lui parlant d'une chose qui l'intéresse, c'est-à-dire la bouffe. Donc, dernière partie. Ensuite, ça va être vos questions. Pensez bien à ce que vous allez me poser comme colle. Quand l'innovation se fait oublier, vous savez bien, on a tous en tête le modèle Amazon dans la simplicité d'usage. On sait tous que ce qui marche le plus sur Internet, c'est quand on a l'impression de ne rien faire, qu'on est tous des animaux extrêmement paresseux et que donc, plus simple c'est, le mieux on y arrive. Alors, Ingenico a permis le paiement au sein des chatbots. En fait, ils ont aussi présenté un autre dossier qui était un moyen de paiement gamifié où ils proposaient un ticket à gratter après le panier. Vous savez, le taux d'abandon quand on fait un acte d'achat sur Internet est très très important. Donc, proposer un jeu après le panier, c'est plutôt malin. Et là, c'est un chatbot qui permet le paiement dans le fil de la conversation.
Voilà, là on voit le ticket à gratter après le paiement. Alors un autre qui aussi vise la simplicité, mais on est moins sûr que ce soit simple pour eux, c'est Hoist. En fait, qui veulent permettre le paiement en un clic, mais le problème, c'est que pour accéder à Hoist, il faut remplir tout le formulaire en amont. Et ça, on le fait très facilement pour Amazon. On ne le fait pas si facilement que ça pour les clients de Hoist. Donc, ça nous semble pas forcément si évident que ça. Autre cas intéressant de finalement sans friction, c'est la Fnac. Voilà, ça vous permet de partir du magasin sans payer. En fait, si vous avez payé, vous avez votre appli, elle est branchée. Sur certains produits, vous pouvez scanner le produit et ça paye directement. Ce n'est pas sur tous les produits, mais on voit bien que de plus en plus, on s'affranchit de tout ce qui fait perdre du temps. Autre exemple, alors celui-là n'a pas eu de prix, mais il nous a quand même bien fait rire, c'est Monoprix qui se fiche d'Amazon. On va voir le film original d'abord, si on envoie la vidéo en régie. 4 years ago, we started to wonder, what would shopping look like if you could walk into a store, grab what you want, and just go? What if we could weave the most advanced machine learning, computer vision, and AI into the very fabric of a store so you never have to wait in line? No lines, no checkouts, no registers. Welcome to Amazon Go. Use the Amazon Go app to enter. Then put away your phone and start shopping. It's really that simple. Take whatever you like. Anything you pick up is automatically... Et là, on va voir la copie de Monoprix. Over 10 years ago, we were wondering, what would shopping look like if you could walk into a store, grab what you want, and just go? What if we could bring together technology and advanced customer service so you never have to wait in line? No lines, no checkouts, no registers. Welcome to Monoprix Livraison à Domicile Plus. You don't need an app to go shopping. Voilà, ce qu'il y a d'intéressant dans l'exemple de Monoprix, c'est que cette vidéo, qui est donc tout en anglais avec un accent pourri, elle a eu beaucoup de vues et les gens ont tout de suite fait le lien entre cette pub et la pub d'Amazon. Donc c'était plutôt gonflé de le faire et ça a bien marché, le clin d'œil a bien marché. Donc là, on est dans un magasin Nike et la start-up Smart Pixel permet de personnaliser la chaussure. Si on veut être bien franchouillard, on va dire que Eram a encore fait mieux cette semaine puisqu'ils ont sorti les shoes où on peut changer sa couleur de chaussure. Il y en a 300 exemplaires en vente à partir de cette semaine. Donc on peut être assez en pointe aussi dans ces domaines-là. Et puis vous allez me dire, je vous entends, et le sans friction dans la vraie vie, ça donne quoi? Ça donne cette jolie idée de Castorama avec son agence TBWA Paris. En fait, les petites icônes que vous voyez, enfin les images du papier peint, renvoient à un téléphone et vous scannez l'image et ça vous raconte des histoires. Donc, ça remplace avantageusement les parents. Voilà. Ensuite, autre expérience sans friction, c'est Healway, donc une luggage free mobility platform qui libère les voyageurs de leurs bagages. Depuis ouvert les gares, aéroports, hôtels ou Airbnb. Donc ils travaillent avec Accor Hôtel, SNCF et Vie Paris. Ils s'adressent aux organisateurs d'événements qui ne peuvent pas stocker les bagages sur les lieux. Et pour développer l'enregistrement des bagages, ils collaborent avec Vinci Aéroport pour proposer ce nouveau service sur l'aéroport de Lyon.
Donc, allez tester ça. Et effectivement, si on peut imaginer que Hilway nous débarrasse de l'attente du bagage quand on sort de l'avion, on imagine que ça peut avoir pas mal de succès. Et enfin, je finis par le plus important pour nous, puisque c'était le Grand Prix du public cette année. Est-ce que vous connaissez Shadow de Blade? Je vous regarde là, vous connaissez ou pas? Oui, il y en a quelques-uns qui connaissent. Donc alors, le problème c'est que c'est compliqué à expliquer, mais je vais essayer de vous l'expliquer simplement. Ça faisait 15 ans que des gens pensaient à faire un ordinateur dans le cloud, c'est-à-dire à déporter les fonctions de l'ordinateur dans le cloud. Et ça faisait 15 ans que tout le monde disait que ce n'était pas possible. Et donc, Emmanuel Freund, son fondateur, et son cousin ont fait l'expérience que oui, c'était possible. Et depuis qu'ils ont réussi leur premier POC technologique, ils ont une espèce de parcours assez enchanteur, puisqu'ils n'ont fait que des choses impossibles. Ils ont réuni autour d'eux, au départ, 5 millions d'euros, donc en juste le premier tour, en love money, auprès de gens comme Pierre Kosciusko-Morizet, comme l'un des fondateurs de Vente Privée. Et puis, quand il s'est agi de vraiment lancer l'industrialisation de Blade, ils ont levé plus de 50 millions d'euros, là, en juin dernier. Mais ils n'ont pas perdu le contrôle de leur société, ce qui est complètement inouï. Alors, comment est-ce qu'ils ont fait ça? Ils ont convaincu leurs investisseurs, qui étaient des entrepreneurs comme eux, que si ils perdaient le contrôle de la société à ce stade-là, eh bien, le projet n'irait pas l'ampleur qu'il devrait avoir. Aujourd'hui, ils se sont pré-lancés auprès des gamers, parce que c'est assez simple à comprendre. Les gamers, ils en ont marre d'avoir une grande tour comme ça pour jouer à leurs jeux vidéo. Et là, ils ont un petit boîtier au design approximatif pour moi, enfin qui ressemble un peu à un diamant, mais je pense qu'ils auraient mieux fait de faire appel à un designer, mais ça c'est mon avis propre, mais qui est tout petit. Et donc, toute la puissance de l'ordinateur est dans le cloud via ce boîtier. Dans une deuxième étape, ils vont attaquer évidemment les autres segments de la population. Et là, une manière de présenter les choses, c'est de dire finalement, vous n'aurez plus besoin de changer votre ordinateur tous les 2 ou 3 ans parce que, en fait, sa puissance va évoluer en même temps que le marché, mais dans le cloud. Donc, c'est à la fois un projet extrêmement osé technologiquement, mais aussi un projet qui a une forme d'éthique derrière lui. Et vraiment, on lui souhaite de conquérir l'univers. En tout cas, c'est leur ambition. Et maintenant, c'est à vous, je crois. Merci beaucoup, Geneviève. Donc on voit donc pour cette grande galerie d'évolution de Jean-Luc Mélenchon au PC du futur, donc je crois que c'est un gros programme. On est assez impatient de voir l'année prochaine. Est-ce que vous avez des questions pour Geneviève? Les inscriptions démarrent à partir de février sur grandprix-id.com. Je vous le dis, n'hésitez pas, le premier dossier est gratuit, ça met 10 minutes à remplir. Le jeune homme avec la casquette, là. J'ai assez peu de choses sur la santé, ça ne te surprend pas? Si, l'an dernier, on a vu beaucoup de choses sur la santé. Là, on a eu... Alors, il y en a eu quand même. J'ai évidemment pas présenté les 414 dossiers, mais il y en a eu moins que l'an dernier. Il y a eu surtout des choses de prise de rendez-vous en vidéo dans les déserts médicaux et une plateforme sur le diabète. Mais l'an dernier, on avait eu un exosquelette qui avait d'ailleurs gagné un prix en or. Il y a quand même un problème en France, c'est la structure administrative de la santé, où les gens ne sont pas prophètes en leur pays, ça n'aide pas. On a un des systèmes les plus perfectionnés au monde dans le médical, mais qui n'a aucune réactivité,
par rapport à la vitesse de ce que propose le marché du digital aujourd'hui pour changer la médecine. Donc on a une vraie révolution à faire pour aussi que l'écosystème français puisse s'adosser, parce que notamment je suis allée dans des colloques cette année où des prototypes en chirurgie, etc., les Américains ne comprenaient pas pourquoi ils n'avaient pas comme premier client la PHP. Donc si vous avez des projets dans le médical, n'oubliez pas de les soumettre à Geneviève. Ah mais bien sûr, on prend tout. Hein. Vous verrez, les catégories sont très larges. J'ai une question là-haut. Si vous pouviez vous présenter, que je vois qui vous êtes d'ailleurs. Oui, vous m'entendez? Oui. Oui. Tanguy Offred, du coup, je suis consultant freelance. Et je vous remercie déjà pour ce panorama très complet sur les tendances digitales. Et j'aurais une question spécifique en fait sur le secteur de l'impact sociétal ou l'intérêt général. Est-ce que vous avez identifié justement des tendances qui se dégagent dans ce secteur-là sur le digital, le numérique? Merci. Vaste question. C'est plus abordé ici que dans le prix. En fait, moi, depuis que je suis journaliste dans ce domaine-là, il n'y a pas une semaine où je ne traite pas de questions éthiques. Et je suis sidérée par l'absence de soubassement éthique des propositions du marché. Je vais vous donner un exemple. Bien avant Élise Lucet qui s'est attaquée à Carrefour, on était dans un groupe de patrons digital de très grosses boîtes et il y avait Carrefour qui nous expliquait son délai de conservation des données, je crois à l'époque c'était 4 ans. Et on n'était que 2 dans la salle à dire mais c'est pas possible de faire ça dans le dos du consommateur puisque c'est des toutes petites lettres. Et donc on sent ces sujets monter dans la société et les boîtes qui pourtant ont accepté de se mélanger avec des startups, etc., ne se mélangent pas avec les gens. Moi, je passe mon temps à dire aux entreprises, mais dans vos réunions sur la data, invitez votre boucher ou votre boulangère. Vraiment, faites-le. Parce que, la data n'est plus secrète, il n'y a plus de sujet là-dessus. Par contre, la façon dont vous allez le faire en complicité avec les gens va vous distinguer du lot ou pas. Donc, ça fait partie des réflexions d'ailleurs pour l'année prochaine, c'est qu'on a très envie de donner un bonus sur l'éthique et de faire préciser l'éthique des projets à chaque fois qu'ils sont présentés parce que ça nous semble indispensable aujourd'hui. Tu faisais référence en fait à ici, c'est-à-dire on a eu hier soir une conférence de Véronique Turner, donc du Conseil national du numérique, sur le sujet de l'éthique. Et puis ce matin, pour ceux les leftos en fait, qui ont eu droit à des macarons, on a eu Laurent Chemla, donc qui nous a parlé le secret en fait, ou l'absence de secret de nos conversations et de notre correspondance. C'est fabuleux ce qu'il a dit. Il a dit si tous là, on est juste un tout petit peu plus soucieux de nos données personnelles, eh bien, la surveillance de masse va disparaître. Mais faisons-le. Parce qu'elle coûtera trop cher. Voilà. C'était ça l'idée, c'était de renchérir en fait le coût de la surveillance de masse. Donc c'était une forme en fait de guérilla ou de guerre larvée. Merci encore Geneviève. Merci à vous. Bon retour, bonnes vacances.